Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va essentiellement faire une mise à jour ici du target price par rapport à Hermès. Donc, c'est une entreprise qu'on a l'habitude de suivre quantitativement, je rappelle bien, depuis plusieurs mois. Bon, pour ceux qui sont sur la chaîne, vous pouvez déjà deviner ici que ça fait très longtemps qu'on pense que Hermès est un prix très élevé. Donc, en me disant que oui, mais le prix de l'action augmente, ça dépend. Si vous êtes prêt à payer ce type de multiple-là, allez-y. Personne ne vous empêche de payer le prix qui vous semble le plus correct selon vos connaissances sur l'entreprise. OK? Moi, j'ai une règle simple. Le prix est synonyme ici de rendement. Et quand le rendement est très peu élevé par rapport à ce que je pourrais obtenir à côté, bah, je passe. Et le rendement ici n'est pas synonyme de price action ni quoi que ce soit. D'accord? Donc, on regarde ici le rendement des bénéfices nets par rapport au prix qu'on paye en date d'aujourd'hui. D'accord? Bien, le bénéfice net sur la capitalisation boursière. Alors, Hermès, c'est de la consommation discrétionnaire. Et donc, ce que je vais faire, vu que c'est une entreprise qu'on a eu tendance à regarder par le passé, je vais revenir juste sur ma liste ici. Donc, la watchlist qui est en description de la vidéo, enfin, vous allez voir la page en question sur la page de la top newsletter. Alors, on va faire simple. Ça inclut dans le service Top Premium. Donc, on descend. Hermès. Donc, Hermès, c'est HE. C'est HE, donc c'est ici. Donc, on avait un target price à 1440 euros l'action il y a plusieurs mois. Okay? Ça date du 10 du mois de septembre 2024. Alors, ce que je vais faire, de toute façon, je vais faire la mise à jour maintenant. Je mets déjà la date d'aujourd'hui. OK? Et on revient ici au niveau d'Hermès. Alors, on va faire un tour d'horizon assez rapide parce qu'Hermès a pu de bons résultats financiers. En fait, comme on peut le constater, c'est une entreprise qui est, voilà, elle n'a pas le même type de clientèle que les autres entreprises dans le secteur du luxe. Pendant que le luxe ici, de manière générale, souffre, Hermès se porte plutôt bien. C'est à peu près la même chose avec comment on appelle ça, avec Ferrari, etc. Donc, vous, en tant qu'investisseur, je sais que vous aimez le marché du luxe. Mais vous vous rendez compte ici que ça reste essentiellement de la consommation discrétionnaire. OK? Donc, en période difficile, si on a le choix, on va pouvoir s'en passer. OK? Et donc, il est souvent normal d'avoir des périodes de ralentissement. Et pendant ces périodes de ralentissement, vous pouvez identifier les entreprises les plus solides, généralement, sont celles qui sont déjà les moins endettées, les plus diversifiées au niveau ici de l'environnement du luxe de manière générale, pas juste ceux qui vendent des vêtements ou bien ceux qui sont dans la maroquinerie, mais je pense qu'également, devez être dans la joaillerie, la parfumerie, etc. Donc, les stratégies marketing jouent également. De toute façon, on ne va pas revenir dessus, on en a déjà parlé 150 000 fois. Et je pense que lors d'un live, je vous ai également suggéré un livre pour à peu près mieux comprendre le marché du luxe de manière générale. Donc, le livre en question, il doit être sur un live, allez-y. Enfin, peut-être que je vais me rappeler de ça un jour, mais ce n'est pas le but de cette vidéo dans tous les cas de figure. Après, vous pouvez me poser la question en commentaire. Je pourrais répondre ici et donner le lien directement. Alors, concernant Hermès, je vais faire un tour d'horizon ici, c'est simple. On prend Hermès, on clique dessus et boum, on obtient cette page. Alors, tour d'horizon assez rapide par rapport à la compagnie. 1, 2 et 3, je ferme ça. Et voilà. Donc, on commence toujours par le revenu. S'il n'y a pas de revenu, l'entreprise ne nous intéresse pas. OK? S'il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de bénéfice net, donc il n'y aura certainement pas de free cash flow, donc bye bye. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'entreprise n'a pas des actifs cachés ou ce genre de choses-là, mais théoriquement, c'est le genre d'investissement parce que je m'adresse ici à des gens qui débutent de manière générale, ok? Débutants, intermédiaires, de toute façon, quand vous êtes entre parenthèses, au-delà d'intermédiaires, vous ne regardez plus ce type de vidéos quantitatives de manière générale. On s'intéresse plus aux analyses sectorielles ou bien aux notes d'analyse, ce genre de choses-là. Quelque chose qui va en profondeur au-delà des chiffres. Donc, si ce genre de vidéo vous intéresse encore, vous savez à peu près où est-ce que vous devez vous situer. Mais ça ne veut pas dire que ce que je raconte ici n'est peut-être pas intéressant pour les personnes qui sont entre parenthèses intermédiaires. De toute façon, vous ne serez jamais des experts. Nous ne serons jamais des experts. Donc, croissance des revenus, on aime ça. Ensuite, on va regarder la marge brute, stabilité ou croissance de la marge brute. La chanson, c'est la même chanson depuis plusieurs années ici, pour ceux qui sont habitués à la chaîne. On a une légère réduction, mais voilà, on va pas trop se casser par rapport à ça. Mais on constate juste,
Mais ça reste quelque chose en termes de tendance sur les 20 dernières années, 68%, 10 dernières années, 70%, 5 dernières années, 70%, 3 dernières années, 70%. On recherche la stabilité. La précision n'est pas importante, c'est la stabilité avant tout. Qu'on soit 68 ou 69, c'est la même chose pour nous. OK? Ensuite, on regarde la marge EBITDA, qui n'est pas synonyme de rente, enfin, qui n'est pas synonyme de free cash flow ici. Mais vous constatez quoi? Marge EBITDA en croissance, marge brute également en croissance. Mais quand on compare les deux, les marges EBITDA, on a à peu près, par rapport à il y a 10 ans, on a 2% en supplément ici, sur la marge brute. Et sur la marge EBITDA, on a à peu près du 11% en supplément de différence par rapport à au dernier chiffre qu'on a ici. Donc, et on sait que le revenu augmente. Ce qui veut dire ici que les dépenses opérationnelles augmentent moins rapidement que le revenu. Ce qui veut dire que si l'entreprise a 10% de croissance en termes de revenus, elle n'aura certainement pas 10% de croissance en termes de bénéfices nets ou bien de marge d'EBITDA, tout simplement parce que les dépenses opérationnelles ont tendance ici à croître à un niveau moins élevé. C'est pour ça que je vous dis toujours, une entreprise peut avoir une croissance des revenus de 1%, mais avoir une croissance des bénéfices de 10%, tout simplement parce qu'elle est plus efficiente. D'accord? Il y a deux façons de faire croître les marges ici. Soit vous avez des marges bénéficiaires, vous avez une marge brute plus élevée, des bénéfices, des dépenses opérationnelles plutôt stables, ça vous permet d'avoir des marges nettes plus élevées. Soit l'entreprise est de plus en plus efficiente, donc les dépenses opérationnelles sont moins élevées alors que le revenu est peut-être stable. Mais si vous avez les deux, dans le sens où le revenu augmente, les dépenses opérationnelles restent, en termes de... Les dépenses opérationnelles diminuent, ça c'est un home run. Et très souvent, quand vous regardez les entreprises, faites attention, il y en a certaines ici qui ont une structure de coûts qui ne change pas énormément. Donc, ça peut vouloir dire ici que l'entreprise est en train d'atteindre ici un point de bascule, on va le dire comme ça. OK? Bref, on continue. Là, cette vidéo n'était pas censée durer plus de 5 minutes de toute façon. Donc, croissance des revenus, croissance des marges, on aime ça. Ensuite, nombre d'actions augmente ou diminue. On a ici un nombre d'actions plutôt stable. C'est parfait, j'aime ça également. Net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Les belles entreprises ont tous les mêmes niveaux de free cash flow par rapport au net income. Ici, c'est la même chose. OK? Il y a une certaine légère, il peut y avoir une légère différence ici, mais le plus important, c'est quelle est la raison derrière. OK? Donc, on continue. On regarde ici le ROIC. C'est le premier niveau pour identifier une entreprise qualitative. Mais rappelez-vous toujours que le calcul est intéressant derrière parce qu'il y a des entreprises qui ont des ROIC inférieurs à 10% ici, alors que réellement, quand on fait un ajustement, on peut se retrouver à quelque chose supérieur à 10, 15, 20%. Et ici, vous allez toujours me poser la question, mais quel est le bon niveau de ROIC? Attention, tout dépend de l'industrie. Je n'ai même pas parlé du secteur d'activité, de l'industrie. Il y a des industries où 10% de ROIC, c'est magnifique, extraordinaire. Certaines industries où ça ne vaut... Par exemple, si vous allez dans le segment des logiciels de manière générale, l'industrie du logiciel, si vous voyez une entreprise qui a un ROIC inférieur ou égal à 10%, ce n'est pas intéressant. OK? Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'elle fait mal par rapport aux autres. Peut-être que les marges ne sont pas encore optimales ou ce genre de choses-là. Il faut également connaître le cycle de vie d'une entreprise, à quel niveau est-ce qu'on se situe. OK? C'est important parce que ça vous permettra d'utiliser la bonne métrique de manière générale derrière. Bref, j'aime bien ce que je vois ici, surtout que je pense que le ROIC pourrait même être plus élevé que ça. Retenez le calcul. Bon, de toute façon, allez-y, regardez sur Internet, ça existe à peu près. Il y a certainement une vidéo de quelqu'un qui en a parlé sur YouTube. On en parlera sans doute un jour. Le ROIC, c'est bien. Le ROIC, c'est encore mieux. Bref, pour les plus curieux, allez-y, regardez. Donc, marge de free cash flow, plutôt en croissance également, on aime ça. Dette net sur EBITDA, c'est une entreprise qui n'est pas endettée. Excusez-moi, les aléas du direct, c'est une entreprise qui n'est pas endettée. Et donc, de manière générale, comme vous pouvez le voir, je suis un tout petit peu enrhumé. Pour ceux qui savent, il y a eu une tempête de neige à Montréal ici, donc c'était assez terrible. J'ai passé beaucoup de temps dehors. Donc, voilà. Ensuite, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Le marché paye généralement combien de fois les bénéfices? Et je dis toujours une chose, ce n'est pas parce que le marché paye 40 fois les bénéfices que vous êtes obligé de payer 40 fois les bénéfices. OK? On recherche avant tout des deals.
Si le marché paye 40 fois les bénéfices, c'est peut-être parce qu'il s'attend à une croissance à double chiffre sur les années à venir. Et la croissance est généralement incertaine. Et donc, il faut faire attention. On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui en implique. Tout simplement, c'est une manière pour nous de se protéger. Et comme vous pouvez le voir ici, en moyenne, sur les 20 dernières années, Hermès a tendance à se payer à 36 fois les revenus. Et également, vous allez voir que sur les 20 dernières années, c'est une entreprise qui a plutôt une croissance à double chiffre. Je prends à peu près en 10. C'est une entreprise qui a plutôt une croissance ici à double chiffre. OK? Donc, ça peut être justifié. Mais qu'est-ce qui vous dit ici que sur les 10 prochaines années, ça sera également une croissance à double chiffre? La croissance provient d'où? Est-ce qu'on vend de plus en plus ou bien c'est parce qu'on augmente de plus en plus le revenu, les prix? Je ne sais pas si Hermès communique par rapport au volume, mais la taille du marché devrait également vous interpeller. Le marché du luxe est vaste et ça dépend des segments. Vous voyez qu'au niveau de la maroquinerie, la joaillerie, même l'alcool de manière générale, il y a du luxe pour tout en fait. Même au niveau des appareils, il y a du luxe pour tout. Même au niveau des livres. Par exemple, pour ceux qui se rappellent, comment on appelle ça? Je pense qu'il y a, il y a il y a des éditions qu'on appelle les Pléiades. La Pléiade, oui, Pléiade. Donnez-moi juste un instant. Je vais juste voir ça. Ce sont des livres qui existent depuis très longtemps, mais vraiment très... Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà. Allez-y, regardez à peu près à quoi ça ressemble. Vous allez voir ici qu'en termes de... Ce sont des livres que vous pouvez retrouver à des prix très peu élevés, de manière générale. Mais quand ils sont dans ce type d'édition-là, le prix est un peu plus élevé parce que la couverture est un peu plus... Voilà, c'est un peu plus soigné au niveau de la couverture. Ok, vous allez souvent voir qu'au niveau des livres, il y a plusieurs prix différents. Si vous voulez un livre avec une couverture plus dure, vous allez voir que le prix est complètement à l'opposé d'un livre de poche, par exemple. Ok? Bref, il y a du luxe pour tout. D'accord? Ne l'oubliez pas. Le luxe c'est pas juste au niveau des vêtements, des voitures, des bijoux, des parfums. Ça peut même être au niveau ici des téléphones portables, n'est-ce pas? Ça peut être au niveau même des cosmétiques. L'Oréal en fait. Bref, il y a du luxe pour tout. Et chaque sous-segment, il faut connaître à peu près la taille du marché. Quand vous regardez une entreprise, laissez bien les chiffres, etc. Mais la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on fait précisément? Est-ce que vous pouvez expliquer simplement, en quelques mots, ce que Hermès fait? Où est-ce qu'elle se fournit? En termes de force, en termes de compétition de manière générale, comment est-ce que Hermès se comporte par rapport à ses concurrents de manière générale, par rapport à ses fournisseurs, par rapport à ses clients? Quels sont les avantages? Est-ce que Hermès a un avantage sur les clients, par rapport à ses clients? Est-ce que Hermès a un avantage par rapport à ses compétiteurs? Ne répondez juste pas oui, non, parce que Hermès, le prix. Non, non, non. Allez-y en profondeur, essayez comme si vous étiez PDG de la compagnie. Pourquoi est-ce que Hermès se comporte mieux que les autres? Vous allez voir que les segments de prix d'Hermès sont à des niveaux plus élevés. Mais Hermès, il y a des prix abordables de manière générale. Mais ce sont des babioles, des accessoires. OK? Et vous allez voir que la clientèle est un tout petit peu différente parce qu'un produit vise une clientèle bien particulière. Le marché, les clients visés par Zara sont complètement différents des clients visés ici par Hermès. OK? Bref, je vais terminer par l'évaluation qui est la partie la plus... Voilà, comme je l'ai dit, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. C'est une entreprise intéressante à aller regarder. Baekuren Inc. C'est une japonaise et elle est sous-évaluée. Allez-y, regardez la taille du marché. Comment on appelle ça encore? On était sur RMS. On valide. Voilà. OK. On a ceci. Hermès échange à 64 fois les revenus. Les bénéfices sur les dernières années. Enfin... Si on prend les free cash flow, ça sera à peu près la même chose parce que les net income et les free cash flow vont dans le même sens. Donc, on s'échange à peu près à 64 fois les bénéfices. On est d'accord que c'est trop, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez voir ici que Hermès, la performance boursière d'Hermès, c'est une combinaison entre de bons résultats, mais également une revalorisation des multiples.
Et quand on a une revaluation des multiples, il faut vraiment que la croissance reste au même niveau. Or, on ne peut pas répondre par oui ou par non à cette question si on ne connaît pas à peu près comment fonctionne l'industrie. Quelles sont les perspectives de croissance? Et donc, la meilleure manière, enfin, les attentes, même parfois par rapport à une industrie, ce ne sont que des perspectives. D'accord? Ce ne sont que des attentes. Ce qui veut dire que ça peut se réaliser comme pas du tout. Et très souvent, votre cerveau va vous jouer des tours parce que vous aimerez, vous allez vouloir que ça se réalise. Or, il faut se protéger au cas où ça n'arrive pas. Est-ce que je suis protégé? Première règle, c'est de ne pas payer d'argent. La deuxième, c'est de ne pas oublier la première. À 64 fois les bénéfices, je dors mal la nuit. 64 fois les bénéfices, ça représente, c'est simple. Hein. Ça veut tout simplement dire que en me vendant du Hermès en date d'aujourd'hui, si elle me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, c'est un rendement de 1,56%. Et je n'ajuste même pas ça à l'inflation. Est-ce que c'est intéressant? Non. En tout cas, pas pour moi. Pour vous, peut-être. Pas pour moi. Pour une compagnie comme Hermès, maximum 4%. Non, même pas. Quand on dit maximum 4%, minimum 4%. Ce qui veut dire que Hermès, tant qu'elle ne vient pas me chercher à 25 fois les bénéfices, ça ne va pas m'intéresser du tout. Et vous allez me dire que oui, il y a la croissance. Extrapolons un tout petit peu. D'accord? Parce que mon but, comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne, moi, quand j'achète une entreprise, c'est pour avoir un rendement de 15% en moyenne sur les 5 prochaines années. Ça ne veut pas dire que ça arrive toujours, mais la plupart du temps, c'est le cas. Pourquoi 15%? Parce que c'est le chiffre qui me permet d'atteindre les objectifs financiers que je me suis fixés. D'accord? Et donc, prenons du Hermès. Et donc, on va se limiter au 20%. Retenez bien le 15% en moyenne. Si je prends Hermès à 25 fois les bénéfices, je décide de l'acheter en date d'aujourd'hui. On me dit que, OK, Hermès a connu une croissance moyenne de 8% des bénéfices sur les dernières années. Disons qu'on s'attend à ce que le marché fasse 15% en moyenne sur les années à venir. OK, prenons-le comme ça. Alors, on constate quoi? Si je prends 15%, enfin, 15% en moyenne, attention, ça prend en considération aussi les attentes des analystes. Disons que les analystes auront raison jusqu'en 2027, etc. Et qu'après ça, on aura du 15% jusqu'en 2029, entre 2028 et 2029. À 25 fois les bénéfices, c'est pas exceptionnel. Et je vous ai dit une chose, je veux acheter du Hermès à un prix qui me permet ici d'atteindre 15% en moyenne de croissance sur les 5 prochaines années. Ce qui veut dire que si Hermès échange à 25 fois les bénéfices de 2029, on devrait attendre du Hermès, si ça se réalise, on devrait attendre à peu près un prix aux alentours des 1900 € l'action. Donc, en payant 2800 ici aujourd'hui, ça ne me permettra pas d'atteindre mes objectifs. OK? Quel est le chiffre qui me permettra d'atteindre mes objectifs? Vous avez deviné, divisé juste ça par 2 parce que 15% en moyenne sur les 5 prochaines années, ça revient ici à multiplier par 2 le prix actuel. Donc, enfin, à multiplier enfin, même pas multiplier par 2, c'est juste, oui, le bénéfice net par 2 sur 5 ans. Et donc, le 1909, etc., divisez-le par 2, vous allez trouver à peu près quel est le prix qui pourrait m'arranger par rapport à Hermès pour atteindre, moi, mes objectifs. Parce que si vos objectifs, c'est 1%, bah, le prix sera bien plus élevé que ça. OK? Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir atteindre mes objectifs, peut-être Hermès devra avoir une croissance plus élevée. Essayons de le faire. Est-ce que c'est le cas? Hermès, jusque-là, non. Disons peut-être 50%, je ne sais pas. Essayons de le faire comme ça. Après, on regarde 25, 3000. Non, il faut absolument que Hermès échange. Il faut absolument que Hermès échange en 2029 à peu près à, disons, 5600 $. 5600 $ pour que je puisse l'acheter en date d'aujourd'hui. Donc, allons-y regarder. Peut-être qu'il faut une croissance de 70%. Attention, ce n'est pas une croissance moyenne de 70%, c'est parce que ça prend déjà en considération les attentes des analystes ici. Et si je fais juste comme ça, voilà, admettons que je cherche à peu près 5000, rappelez-vous, 5600 $. Non, je vais prendre à peu près du 20%. OK. Ça donne combien? Et puis, voilà, c'est ça. 20% ne sera pas un bon chiffre pour moi. OK. Pour pouvoir justifier l'achat au prix actuel. Peut-être 40%, doublons. Enfin,
Ça va être bien plus élevé que ça, je sais. À 25 fois les bénéfices, on sera à 7700. Disons 30%. OK. Voilà. OK. 4900. Voilà, on se rapproche. Ajoutons 5% ici. Voilà. 5000, 6200. Voilà, donc ça sera à peu près aux alentours de entre 30 et 35% par là, pour pouvoir à peu près justifier le prix actuel à 25 fois les bénéfices. Voilà, ça sera à 33%. Pour pouvoir, quel est le prix? Quelle est la croissance que Hermès devrait avoir sur les 5 prochaines années pour me permettre ici de générer 15% en moyenne de croissance avec un prix de sortie à 25 fois les bénéfices de l'année 2029? Par rapport au prix actuel, ça correspond ici à une croissance moyenne de 33%. La question que vous devez justement vous poser, c'est est-ce que Hermès pourrait avoir une croissance de 33% en moyenne sur les années à venir? Et ça, c'est par rapport à mes objectifs. Je rappelle encore bien. Pour moi, je ne pense pas. OK? Il y a de grandes chances que ça n'arrive pas. OK? Mais bon, l'avenir étant généralement incertain, on ne sait jamais à quoi ça peut ressembler demain. Mais je préfère déjà me protéger aujourd'hui. Donc, je préfère acheter du Hermès à un prix qui n'implique pas la croissance. Et donc, je l'achèterai à un prix bien moins élevé que ce qui m'est proposé en date d'aujourd'hui. Donc, Hermès, pour moi, pour pouvoir justifier le prix actuel, idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours des 1200 $ à l'action. On avait même dit 1000, disons en dessous des 1000 $ par là, 990 ou quelque chose comme ça. Mais si on prend un tout petit peu de croissance, etc., disons qu'en dessous des 1443, ça pourrait commencer à être intéressant. OK? Et donc, je viendrai ici, 1443, dans ma watch list. Et on va regarder, voilà, c'est à peu près le même prix que la dernière fois. Donc, ça ne va pas changer. J'ai fait 20 minutes de vidéo pour parler de Hermès. Juste une vidéo quantitative. C'est très étonnant. En tout cas, c'est un truc, c'est une vidéo qui devait prendre moins de temps que ça. Mais bon, je pense que j'avais quelques éléments à rajouter ici pour vous aider à mieux appréhender la valorisation d'une entreprise. Ce n'est pas juste une question de chiffres. D'accord? Il faut aller au-delà de ces chiffres. Les chiffres, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui vous permet de tenir en période difficile. La question que vous voulez toujours vous poser, c'est est-ce que le prix actuel est justifié par rapport aux objectifs que je me suis fixés? Parce que demain, personne ne peut dire que Hermès va s'échanger à 60 fois les bénéfices ou 45 fois les bénéfices. Vous ne pouvez pas l'affirmer. Et vous ne devez même pas le faire. Donc, prenez la moyenne du secteur d'activité en termes de PER, que ce soit le minimum, prenez la moyenne, le minimum, ou bien un écart type en dessous et un écart type au-dessus, et faites-vous un avis par rapport à la qualité du business. Moi, dans ma tête, c'est simple. Je paye minimum 10 fois les bénéfices pour une entreprise. En moyenne, 15 fois les bénéfices. Et grand max, 25 fois les bénéfices. OK? Je ne vais jamais au-delà de 25 fois les bénéfices. Je ne paye jamais au-dessus de 25 fois les bénéfices, on va le dire comme ça. Mais maintenant, tout dépend du secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité où tu me proposes une entreprise à 25 fois les bénéfices. Ça va me faire peur. L'automobile, de manière générale. Oui, il y a la croissance, etc. Mais voilà. Bref, ou bien si on prend les bancaires, par exemple, ou bien les compagnies d'assurance. Bref, ce genre d'entreprise-là. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, si vous avez du Hermès aux alentours des 1400 € l'action, excusez-moi, je parle de dollars, enfin, je quitte d'euros à dollars, vous pouvez comprendre, je ne vis pas en Europe, donc de manière générale, j'aurais tendance à parler uniquement du dollar, et quand je parle de dollar, c'est généralement le dollar canadien, d'accord? Donc, si vous m'entendez parler de dollars alors que l'entreprise est en euros, je voulais parler d'euros ici, ok? Ou bien sur une autre devise. Alors, Hermès, donc, si vous l'avez à 1400 €, en dessous des en dessous des 1500 €, c'est déjà une bonne chose. C'est un bon prix. OK? Si elle continue avec ce niveau de croissance-là pour les années à venir, voilà. Je pense qu'à l'avoir aux alentours des 1400 €, c'est déjà une bonne chose. En tout cas, rien ne vous empêche de l'acheter au prix actuel. Et rappelez-vous, si vous l'achetez, d'accord, c'est par rapport à vos objectifs financiers. Il va falloir faire beaucoup de prières pour que ça reste à peu près à ces niveaux. Rappelez-vous de Lotus Bakery. De toute façon, on en parlera sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la newsletter. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.